Après un mois d'examen, la première session de l'année 2013 de la Cour d'assises de Bamako a pris fin. Elle a tranché 107 affaires sur les 110 inscrites au rang. À Tombouctou, c'est le bataillon Badea du Burkina Faso qui assure désormais la relève de la force Serval. Le passage du témoin s'est déroulé en présence du commandant de la mission. Après un temps de rupture, les feux tricolores solaires sont à nouveau fonctionnels à Bamako. Cette reprise par le fournisseur Hydro-Sahel a été motivée par l'implication directe des plus hautes autorités. Les détails dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes mercredi et le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire sous la présidence du président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, entendu des communications et procédé à des nominations. Avec moi dans ce studio, Ibrahima Diombele, pour vous livrer le contenu. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Aissata Ibrahim, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives. Sur présentation du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant la ratification de la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration. La Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration a été adoptée le 31 janvier 2011 par la 16e conférence des chefs d'État de l'Union africaine. Elle vise à permettre aux États membres de l'Union africaine de concrétiser les engagements pris collectivement pour moderniser l'administration publique, améliorer la prestation de services, lutter contre la corruption, protéger les droits des citoyens en tant qu'usagers de la fonction publique et améliorer les conditions de travail des agents publics. Elle s'articule autour d'un certain nombre de principes, au nombre desquels l'égalité des usagers devant le service public et l'administration, l'impartialité, l'équité et le respect de la légalité dans les prestations des services publics, le professionnalisme et l'éthique dans le service public, et l'institutionnalisation d'une culture de reddition des comptes, d'intégrité et de transparence dans l'administration. La Charte invite les États membres à intégrer les principes de la Charte dans leur législation, adopter les instruments d'ordre législatif, exécutif et administratif afin de rendre leur législation nationale conforme à la Charte. Intégrer également les engagements, valeurs et principes affirmés dans la Charte dans leur politique publique. Dans ce cadre, les États membres doivent soumettre tous les 2 ans à la Commission de l'Union africaine un rapport sur la législation et les mesures appropriées prises en vue de donner effet aux principes et engagements contenus dans la Charte. L'adoption du présent projet de loi renforce l'engagement de notre pays en faveur de la modernisation de l'administration, de l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents et l'amélioration de l'accès des usagers aux services publics. Au chapitre des mesures réglementaires, sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du budget, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 1 au marché et de l'avenant numéro 1 au marché numéro 012 DGMP DSP 2012 relatif à la fourniture de bulletins de vote, spécimens de bulletins de vote, d'isoloirs, d'urnes, de scellés, d'enveloppes préimprimées et des procès-verbaux des élections pour le référendum et les élections générales de 2012. Dans le cadre des élections générales prévues initialement en 2012, le gouvernement a conclu avec la société Inkript Technologies Ltd un marché pour la fourniture de matériel et documents électoraux pour un montant de 5 milliards 922 millions de francs CFA environ et un délai d'exécution de 8 mois. L'occupation des régions de Gao, Kidal, Tombouctou et d'une partie de la région de Mopti a entraîné la destruction du matériel livré dans les circonscriptions électorales de ces régions. En outre, les enveloppes préimprimées pour 2012 doivent être reprises en raison du changement de l'année électorale et de la dénomination du département en charge des élections.
Le présent avenant au marché initial a pour objet d'actualiser les modalités d'exécution du marché, de modifier l'imputation budgétaire, de prendre en charge des prestations supplémentaires relatives au remplacement du matériel électoral des régions de Gao, Kidal, Tombouctou et une partie de la région de Mopti détruite et de reprendre les enveloppes imprimées. Le montant de l'avenant est de 472 200 000 francs CFA environ et le financement est assuré par le budget national. Et sur le rapport du ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant désaffectation partielle des parcelles de terrain sises à Samanco à distraire des titres fonciers numéro 98, 19 et numéro 208 et 32 du cercle de Kati. Les parcelles de terrain, objet des titres fonciers numéro 98, 19 et numéro 208, 32 du cercle de Kati avaient été affectées au ministère de l'Agriculture pour les besoins des maraîchers et du centre d'expérimentation et d'enseignement du machinisme agricole. Par le présent projet de décret, les dites parcelles sont partiellement désaffectées pour constituer le titre foncier numéro 41 441 du cercle de Kati, 6 à Samanco. Elles sont destinées à être cédées à la société Mali Tracteur SA dans le cadre de la mise en œuvre de la convention d'établissement de la dite société. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de l'Éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, directeur national de l'éducation non formelle et des langues nationales, Monsieur Gouro Dial, directeur de recherche. Au titre du ministère de l'Énergie et de l'Eau, directeur national de l'hydraulique, M. Seydou Keita, ingénieur de l'industrie et des mines. Au titre du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées, directrice générale de la Caisse malienne de sécurité sociale, Madame Oumou Maridiko, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère de la Communication, directeur général de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali, au RTM, Monsieur Bali Idrissa Sissoko, journaliste, réalisateur. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'Agriculture, le Conseil des ministres a examiné 1. Une communication relative au plan de campagne agricole 2013-2014. Le plan de campagne agricole était un ensemble d'activités, de ressources et de stratégies cohérentes destinées à atteindre des objectifs de sécurité, de souveraineté alimentaire et de réduction de la pauvreté. Les activités sont réalisées entre le 1er mai de l'année en cours et le 31 mars de l'année suivante. Le plan de campagne agricole 2013-2014, qui part du bilan de la campagne agricole 2012-2013, a été élaboré avec les services techniques, la profession agricole et le secteur privé dans un contexte socio-économique marqué par la crise que le pays a connue à partir de mars 2012. Il est bâti autour du programme d'intensification agricole de 7 cultures ciblées et qui contribuent à l'atteinte de la sécurité alimentaire, à savoir le riz, le maïs, le blé, le sorgho, le mil, le niébé et le coton. Les prévisions de production sont estimées pour la production céréalière à 7 590 690 tonnes et pour la production de coton graines à 522 000 tonnes. Ces programmes d'intensification agricole seront renforcés par des actions de protection des végétaux, de lutte contre les déprédateurs, de production de semences certifiées, de recherche agricole, d'aménagement hydro-agricole et d'appui conseil aux producteurs. Le plan des campagnes agricoles 2013-2014 prend en compte dans les prévisions les aléas climatiques et l'évolution de l'environnement national et international. Son coût est estimé à 111 947 250 488 francs CFA à répartir entre l'État, ses partenaires et les producteurs. 2. Une communication relative à la mise en place d'un mécanisme de développement de l'irrigation au Mali. Le Mali dispose d'un immense potentiel de terres irrigables dont la mise en œuvre est restée insuffisante faute de financement. La stratégie nationale de développement de l'irrigation adoptée par le gouvernement en 1999
prévoit l'accélération du rythme des aménagements hydro-agricoles grâce à la constitution d'un partenariat entre l'État, les bénéficiaires et le secteur privé. Ce partenariat s'est traduit par une participation plus marquée des bénéficiaires du secteur privé au financement des aménagements et à l'entretien des infrastructures hydro-agricoles. Si la participation du secteur privé au coût d'investissement des aménagements est un moyen d'appropriation des aménagements par les bénéficiaires et un accélérateur du rythme des dits aménagements, elle rencontre des difficultés de financement et de mise en œuvre. C'est dans ce contexte que le gouvernement envisage de mettre en place un mécanisme adéquat de développement de l'irrigation. Ce mécanisme est basé sur la récupération d'une partie des coûts d'investissement des aménagements hydro-agricoles et la sécurité foncière avec l'appui des partenaires techniques et financiers impliqués dans les aménagements. Une structure placée sur l'autorité du ministère de l'Agriculture sera créée pour sa mise en œuvre. Voilà, c'est Ibrahim, ce qu'il fallait retenir du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci Ibrahima. Nous poursuivons avec ce message de solidarité du professeur Dioncounda Traoré, président de la République par intérim au président de la République française, François Hollande, suite à l'attentat de Tripoli. Message ainsi libellé. Monsieur le Président, j'ai appris avec consternation l'attentat à la voiture piégée perpétré mardi 23 avril 2013 contre l'ambassade de France à Tripoli, blessant 2 gendarmes et détruisant les locaux de la chancellerie. Je condamne avec la plus grande fermeté cet attentat lâche dont les auteurs doivent subir la rigueur de la justice. Je souhaite prompt rétablissement aux blessés, exprime ma solidarité à vous-même, au gouvernement et au peuple français éprouvé. Je vous réitère ma détermination sans faille à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes, en vous renouvelant mes sentiments de profonde compassion et de sympathie. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute et fraternelle considération. 56 emprisonnements fermes, 9 réclusions à perpétuité, 42 acquittements, des amendes et remboursements. C'est le verdict rendu par la Cour d'assises de Bamako après un mois d'examen. La première session de l'année en cours qui vient de s'achever a tranché 107 affaires sur les 110 inscrites au rôle. Les 3 autres ont été renvoyées à la session prochaine. Sira Bachili nous donne les détails. La ville de Bamako avec son lot de banditisme qui va grandissant. La preuve, la cour d'assises vient de juger 107 affaires sur 110 qui lui avaient été soumises. Les 3 autres ont été renvoyés à la session prochaine. Les faits viol, pédophilie, meurtre, assassinat, la liste est longue. Les condamnations vont de l'emprisonnement ferme aux acquittements. Aussi, des amendes ont été prononcées et des remboursements ordonnés. Les crimes d'agression sexuelle sont des atteintes extrêmement graves à la dignité de la personne humaine. Et pour cela, comment est-ce qu'on appelle toutes les fois qui sont établies, ils doivent être sanctionnés avec la dernière rigueur. Bon, c'est malheureusement pas souvent, bien souvent pas le cas. C'est bien souvent pas le cas parce que les gens, ils ont une autre conception. Il y en a même qui résignent à venir, les victimes résignent à venir se présenter parce que c'est moralement inacceptable pour les gens, moralement inacceptable pour certaines victimes et pour les parents qui se cachent après une telle douleur. C'est donc toute une chaîne d'investigation qu'il faut instaurer. Certes, la justice a un rôle, mais le plus grand revient aux populations, celui d'aider la justice dans son travail. La non-comparution des témoins essentiels lors de cette session a été évoquée par le premier président de la Cour d'appel de Bamako. Une difficulté qui n'a pas empêché les jurés de rendre des arrêts avec l'aide des assesseurs et bien sûr des avocats dans leur rôle de défense. Les dossiers souvent sont mal ficelés. Vous savez que l'avocat, c'est un homme de procédure, un technicien du droit qui travaille sur les failles du dossier. Vous avez un juge d'instruction qui, lorsqu'il passe à côté d'un texte ou parce qu'il n'a pas pu viser un texte ou parce que certains documents font défaut, l'avocat saute là-dessus et il enfonce le clou. C'est ça la profession d'avocat. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément contre une bonne décision si le dossier est bien ficelé. La justice doit pleinement jouer sa partition en faisant une bonne application de la loi contre la criminalité. Dans cette optique, la justice malienne guette également les criminels qui ont sémé la terreur au nord du Mali.
ceux qui ont amené la guerre et la désolation dans ce pays, qui sont autant auteurs d'exactions que les mouvements djihadistes, n'ont aucun droit à s'asseoir à la table de négociation, à même leurs victimes. Pour négocier quoi? Puisqu'il faut que l'institution judiciaire, ici même, exige le respect de l'impunité. C'est pourquoi j'invite le gouvernement à exiger des gouvernements des pays amis de livrer à la justice malienne les personnes contre lesquelles les poursuites sont engagées et des mandats d'arrêt lancés. Il faut au Mali de la rigueur, de la culture et surtout de l'excellence, a ajouté le procureur. Et lorsque chacun aura rempli sa mission, la République sera bien solide. Une mission de la Commission de défense et des forces armées de l'Assemblée nationale française est au Mali. Elle a été reçue cet après-midi par le président de l'Assemblée nationale par intérim. Au menu des échanges, la prorogation de l'opération Serval, l'organisation des élections et le désarmement du MNLA. Pour la présidente de la Commission de défense et des forces armées de l'Assemblée nationale française, le MNLA doit être désarmé, mais la solution, ajoute-t-elle, est d'abord malienne. Patricia Adam, à sa sortie d'audience, est au micro de Mohamed Diarra. Nous avons pu échanger très longuement sur la suite des opérations après Serval, les élections bien évidemment, auxquelles nous accordons beaucoup d'importance pour un retour de la démocratie et des élections qui soient reconnues par l'ensemble des Maliens. Et puis bien sûr l'avenir du Mali, et nous y tenons beaucoup. Ce sont des préoccupations pour nous importantes. L'intégrité du territoire malien. Avec le président de l'Assemblée, vous avez également parlé de la prorogation de l'intervention française. Ce sera une deuxième étape auquel la France bien sûr participera. Nous avons acquis une expérience sur le terrain, nous connaissons bien ce pays et notre collaboration, en tout cas, a été couronnée de succès. Je crois que nous en sommes tous ravis, réjouis d'avoir pu éviter le désastre qui aurait pu être le vôtre. Aujourd'hui, tous les yeux sont tournés vers Kidal. On parle du désarmement du MNLA. Personnellement, qu'est-ce que vous pensez de cela? Nous avons bien compris que c'est une question particulièrement sensible ici au Mali. Il est vrai que en Europe, en France, vu de loin, on a un peu de mal à comprendre quelles sont les demandes en particulier du MNLA. Je crois que je pense que nous avons à la fois entendu, et c'est aux Maliens d'en décider. C'est pas ni à l'Europe, et encore moins à la France. Mais les Maliens veulent garder l'intégrité de ce territoire. Et nous n'avons pas compris, en tout cas, ce que réclame le MNLA. Nous avons bien compris que déjà beaucoup d'autorités de ce territoire, de cette région de Kidal, sont des gens originaires de cette région. Il faut qu'ils rentrent, à mon avis, dans un débat démocratique à l'intérieur du Mali, respecter ce qu'est le Mali, son territoire, sa laïcité également, valeurs auxquelles nous tenons, nous aussi en France. Et je pense que c'est aux Maliens d'en décider. Et la Commission défense nationale de la sécurité et de la protection civile de l'Assemblée nationale a, elle, rendu visite aux soldats maliens en formation à Koulikoro. Les élus sont allés voir les conditions de formation du 1er bataillon qui est à sa 4e semaine d'apprentissage. Le compte rendu depuis Koulikoro de Sédou Traoré. Par cette visite sur le terrain, l'Assemblée nationale a voulu s'enquérir des conditions de formation des soldats maliens et réitérer le soutien du peuple malien en général. Le président de la Commission nationale de la sécurité et de la protection civile à l'Assemblée nationale et son équipe ont été édifiés à la première étape de la visite sur l'historique et les missions du centre d'instruction, théâtre de la formation de la mission européenne. Ils ont ensuite pris connaissance de la composition du 1er bataillon en formation qui compte un effectif de 715 soldats. À ce niveau, les experts européens ont expliqué le schéma de formation qui a une durée de 15 mois. Une visite salutaire et encourageante pour le commandement du centre d'instruction. Les élus portent une attention particulière à leur armée. C'est eux qui définissent nos missions. Donc, il est de leur devoir. Sinon, ils se font le plaisir de venir nous voir dans quelles conditions nous travaillons pour prendre en compte les différentes préoccupations que nous avons
Prises en compte ces préoccupations, nous serons en mesure de remonter la barre et à leurs souhaits. En ce début de la 4e semaine de formation, les visiteurs de l'Assemblée nationale ont coïncidé à l'évaluation de certains soldats sur les champs de formation. Ils ont échangé avec les experts européens et le commandement du groupement tactique interarmes Ouaraba sur les difficultés, les besoins et d'autres nécessités pour parfaire les conditions de travail. La motivation, elle est là. Et nous avons compris qu'il y a quand même la cohésion. Et ce qui ne se faisait pas avant, je pense qu'on est en train vraiment de vouloir amener ça à nos forces armées de sécurité, c'est-à-dire former les bataillons qui vont rester durant toute leur vie ensemble. Et c'est dans ce groupe qu'il y a une efficacité. Cette formation va permettre aux bataillons, qui englobe à peu près 700 personnes, 700 soldats, qui vont rester éternellement ensemble. Et s'il y a intervention, ils vont intervenir parce que ça englobe beaucoup de formations. En quittant Koulikoro, cette mission des députés a promis de relayer les informations reçues aux autres élus de l'hémicycle. Et nous poursuivons avec ce communiqué du président de l'Assemblée nationale qui porte à la connaissance des députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra le jeudi 25 avril 2013 et jour suivant s'il y a lieu à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur des questions orales adressées au ministre de la Défense et des anciens combattants, délibération sur des projets de loi intéressant la vie de la nation et 3 sur des communications. Le président s'est compté sur la présence effective des honorables députés. La séance est publique. Le remplacement de la force Serval à Tombouctou et à Goundam par la force de la MISMA, c'est la principale information de la conférence de presse hebdomadaire de la mission internationale de soutien au Mali MISMA, le compte-rendu de Moussa Fane. La force de la mission internationale de soutien au Mali vient de prendre la relève de la troupe de l'opération Serval à Tombouctou et à Goundam. L'information a été donnée ce matin au cours de la traditionnelle conférence de presse animée par le porte-parole de la MISMA, Yao Adjoumani. Hier, mardi 23 avril 2013, s'est déroulée à Tombouctou la seconde passation de consignes entre les éléments de la force Serval et ceux de la MISMA en présence des commandants des forces alliées, je veux dire Serval, MISMA et FAMA. Les questions de confrères ont porté sur le désarmement du MLA et le déploiement de l'armée malienne à Kidal. À travers le Tchad, la MISMA est à Kidal. Le Tchad fait partie intégrante de la MISMA. Donc la MISMA a des éléments à Kidal. Ceux qui ne sont pas encore à Kidal, c'est les FAMA, les forces armées maliennes. Mais je vous ai rassuré que le commandement des forces armées maliennes est en train de travailler sur le dossier Kidal. Et que soyez sûr que les forces armées maliennes seront à Kidal. Il a également informé les hommes des médias de l'installation de l'état-major avancé de la MISMA à Gao le 22 avril dernier. Et je vous l'annonçais donc, le bataillon Badea du Burkina Faso qui assure désormais la relève de la force Serval à Tombouctou. Le passage de témoins s'est déroulé en présence du commandant de la MISMA. Les soldats burkinabés disent être prêts pour relever le défi. Adama Djimdi depuis Tombouctou. Il était 7h14 quand l'appareil de l'armée de l'air française s'est posé à l'aéroport de Tombouctou. À bord, 4 officiers supérieurs, le général de la force française, le commandant de la MISMA au Mali, le chef d'état-major général des forces armées du Mali et son homologue du Burkina Faso. Revue des troupes sur le tarmac. Deuxième acte, entretien hors caméra entre militaires. Avant le passage de témoins, les généraux ont apprécié le dispositif burkinabé sur place. Dispositif composé de véhicules de combat équipés de lance-roquettes. La visite a également porté sur la section mortier. Le bataillon burkinabé s'est dit prêt à relever le défi. Et nous sommes très heureux, nous autres Africains, de pouvoir prendre le relais. Et comme je l'ai dit ici, avec beaucoup de détermination. Nous savons très bien que la mission n'est pas facile, mais toutes les troupes sont prêtes pour remplir cette mission
aux côtés de nos frères de Tombouctou ici. C'est un départ de Tombouctou, c'est vrai, mais pour aller à Gao. Sur Tombouctou, nous sommes remplacés donc par un contingent qui est 4 fois plus nombreux que le contingent français, qui est le contingent du Burkina Faso, de la MISMA. Ceux qui vont rester sont un détachement de liaison et d'appui qui va accompagner les forces du Burkina. Devant les hommes, le général français a réitéré qu'à Tombouctou, tout comme ailleurs, les soldats français ont eu un niveau de coopération excellent avec les forces armées et de sécurité du Mali. De son côté, le chef d'état-major général des armées du Mali a rassuré la population de Tombouctou par rapport au redéploiement des forces de sécurité. Les prochains envois seront sur Tombouctou. Ils sont environ plus d'une centaine pour Tombouctou et Diré. Et ensuite, il y a la protection civile aussi qui va se déployer. C'est comme le retour non seulement des forces de sécurité, la police, la gendarmerie, la garde nationale, comme l'armée a été la première à arriver. Tous les services de la sécurité seront en marche, comme la mise en place de l'administration. Les 3 commandements ont rencontré les imams et le comité de crise sur place. C'est dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est le bataillon Badenia du Burkina Faso qui prend la relève de la force Serval à Tombouctou. Néanmoins, une trentaine d'hommes sera sur place pour des opérations de liaison. Élection 2013, les préparatifs vont bon train. 4e région, le gouverneur de la région a entamé une tournée dans les cercles de Tomignan, San et Bla. Dans ces différentes localités, il s'est entretenu avec les cadres et les politiques sur les élections générales de 2013 du Fana Traoré. Cette campagne d'information, de sensibilisation et de mobilisation du gouverneur de Ségou a concerné pour cette première étape les cercles de Tomignan, de San et de Bla. Outre les préfets, les sous-préfets et les maires, les conférences des cadres ont regroupé les chefs de village ou de quartier, la classe politique et la société civile. Selon Thierno Boubacar Sissé, la carte Nina est la pièce incontournable pour le citoyen qui veut voter en 2013. Le retrait de cette carte est individuel auprès des commissions de distribution. Nous pouvons dire que le matériel est là au grand complet, les documents et les autres choses. Sinon, que ce soit les urnes, que ce soit les isolaires qui constituent le matériel essentiel est déjà sur place. Les commissions d'organisation ont été mises en place dans toutes les communes au niveau de tous les arrondissements. Nous avons mis en place toutes les commissions d'organisation, à savoir la commission locale d'organisation des élections et les commissions communales présidées par les sous-préfets. Nous avons reçu également la liste potentielle des électeurs issus du RAVEC. Sur cette ligne, nous avons bien travaillé. Les préparatifs vont bon train. Nous avons d'abord pris les commissions d'organisation. Nous avons créé des commissions de réception du matériel. Nous avons créé des cadres de concertation avec les partis politiques. Le matériel électoral est en bon état, bien conservé. Les questions des populations ont porté sur les membres des commissions électorales, le transfert d'un électeur d'un lieu à un autre, après le RAVEC, le vote de la nouvelle loi électorale par l'Assemblée nationale pour se conformer à la situation actuelle, ou encore la correction de la liste électorale par la DGE. Le message qui a été rapporté à l'ensemble de la population, à la classe politique et surtout à la société civile, pour leur dire qu'il est temps de retirer autant que possible les cartes le plus rapidement possible. Les élections de cette année doivent se dérouler dans la transparence. D'autres préoccupations nationales, telles la sécurité alimentaire, l'école ou encore la commission dialogue et réconciliation ont été abordées. Thierno Boubacar Sissé s'est imprégné de l'état du matériel électoral dans certaines localités. Et justement, les membres de la commission dialogue et réconciliation qui seront officiellement installés demain, ce serait à la faveur d'une cérémonie placée sous la présidence du professeur Dioncounda Traoré, président de la République par intérim à partir de 9h30 au Centre international de conférence de Bamako. Nous retournons à Ségou, environ 25 milliards de francs CFA. C'est le coût de la phase 2 du projet Village du Millénaire. Le lancement officiel de cette phase s'est déroulé hier à Dioro, en 4e région. La cérémonie était présidée par le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales et son homologue de l'Environnement et de l'Assainissement. Kandesila, compte rendu.
La phase 2 du projet Village du Millénaire a un coût d'environ 25 milliards de francs CFA, dont 4 milliards pris en charge par la Banque islamique de développement. La cérémonie de lancement a regroupé le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Bokar Moussa Diarra, celui de l'Environnement et de l'Assainissement, Ousmane Agrissa, les autorités régionales et locales de Ségou, les responsables de la BID et du projet Village du Millénaire, ainsi que plusieurs autres personnalités. Cette seconde phase de 5 ans vise à consolider les acquis de la première phase. Cette phase, dite de consolidation et de capitalisation, va permettre non seulement de parachever l'atteinte de tous les objectifs du millénaire pour le développement, mais aussi de poser des jalons solides en vue de garantir la pérennisation des acquis. Aussi, une visite de terrain par la délégation aura permis de faire voir les avancées significatives engagées par le projet dans les secteurs clés de développement comme l'éducation, la santé et autres environnements. En témoigne l'école de Farakou visitée dans la commune rurale de Farakou-Massa. Cette école a bénéficié du projet 6 nouvelles classes en lieu et place de 3 salles en banco. Toutes les conditions sont réunies pour garantir. 2 jours durant, élèves et étudiants ont eu droit à des conférences, débats et des expositions sur les universités maliennes et étrangères afin de mieux s'orienter dans le choix de leur future filière de formation. Le compte-rendu de Nando Dambélé. Ayant regroupé des universités maliennes, publiques, privées et étrangères, cette 4e édition du Salon international de l'étudiant a été une plateforme d'orientation pour les lycéens après le baccalauréat. D'après les organisateurs, elle a comblé les attentes. Nous avons pu atteindre notre objectif, c'est-à-dire regrouper l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur pour informer et orienter les élèves étudiants sur les filières de formation et débouchés au Mali. Cette année, nous avons l'implication totale du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui nous a accompagnés depuis le début jusqu'à la fin. Des communications, des conférences sur divers thèmes centrés sur la présentation des universités participantes et des expositions ont été des activités phares de l'édition. Elles ont permis aux nombreux élèves de s'informer largement sur les différentes filières de formation. À l'occasion de la Journée mondiale du livre célébrée hier 23 avril, la maison d'édition La Sahélienne a présenté au public 3 ouvrages. Ces ouvrages parlent de la gouvernance et de la fiscalité dans notre pays. Cheikh Oumar Sangaré. Le premier ouvrage présenté, Gouvernance participative et pratique démocratique au Mali, est un appel au dialogue multi-acteurs dans la gestion des collectivités. Il est co-écrit par Modibo Keïta, docteur en sciences sociales, et Ambroise Dako, chercheur à l'Institut du local. L'idée, c'est de capitaliser, systématiser un certain nombre d'expériences en vue de mettre ça à la disposition des acteurs locaux, de ceux-là qui travaillent quotidiennement sur les questions de gouvernance. Donc, il présente à la fois des outils, des méthodes, des mécanismes de faire. Le second ouvrage s'intitule Cercle vicieux. Dans un style d'humour, il jette un regard critique sur la gestion de la fiscalité dans notre pays. L'auteur appelle le contribuable à s'acquitter de son devoir. Son attachement à ce thème se comprend aisément quand on sait qu'il est fonctionnaire des douanes maliennes. Je voulais vraiment fustiger un tout petit peu le manque de résilience des Maliens et puis aussi leur faible sens du civisme, notamment le civisme fiscal. Voilà. Donc c'est surtout ça et j'ai pu constater que une fiscalité équitable, une fiscalité efficace, une fiscalité strictement appliquée est la charpente obligatoire de tout État moderne. Et si on relisait le Coran, c'est le titre du 3e livre, signé Anan Keïta, interprète traductrice français-arabe. Dans cette parution, la jeune dame pousse la réflexion sur la modernisation de la pensée de l'islam, qui est une religion vivante selon elle. La présentation de ces 3 ouvrages édités par la Sahélienne s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du livre. Page noire de ce journal, dernier hommage rendu cet après-midi à Longin Condé, un ancien agent technique de l'ORTM. Décédé à l'âge de 66 ans, il a été inhumé au cimetière de Bamako. Admis à la retraite en janvier 2007 après une riche carrière à l'ORTM,
Longin Condé s'en est allé le lundi dernier à l'âge de 66 ans à la suite d'une maladie de courte durée. Natif de Saint-Alexis à Sigri, il fit ses études primaires en Guinée-Conakry. Puis il renforça ses capacités au centre Père Michel où il décrocha un certificat d'aptitude professionnelle en 1967. La même année, M. Condé fut embauché à l'ORTM comme agent technique au centre émetteur de Kati. En lui rendant un dernier hommage ce mercredi, ses parents, amis et collaborateurs retiennent de lui plusieurs qualités. Tous ceux que nous avons rencontrés vous diront que Longin était quelqu'un de jovial, de disponible et surtout qui acceptait d'être en groupe et de partager les idées. Comme tout le monde le connaît, c'est quelqu'un qui est jovial et quelqu'un qui attaque tout le monde. Il se mettait en colère, mais il pardonnait automatiquement. Et il demandait même pardon quand il était en faute. Nous nous sommes rencontrés à l'école. On a été des amis jusqu'à ce jour. Et je regrette sincèrement de le perdre aujourd'hui. Nous avions constitué un groupe où nous sommes restés comme une famille. Et c'est avec une grande tristesse que j'ai appris son décès. Arraché à l'affection de tous, Longin Condé repose désormais au cimetière de Bamako-Koura, laissant derrière lui une veuve et 5 enfants éplorés. Que son âme repose en paix. Je vous rappelle donc cette nouvelle. Les membres de la commission Dialogue et Réconciliation seront officiellement installés demain. Ce sera à la faveur d'une cérémonie placée sous la présidence du professeur Dioncounda Traoré, président de la République par intérim, à partir de 9h30 au Centre international de conférence de Bamako. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve, s'il plaît, à Dieu demain soir à 18h. Mais avant, recevez Mohamed Touré pour les éditions de la journée. Excellente nuit à tous.